Bonjour, je me présente, je m'appelle Éric Guérin. J'ai une formation de kinésithérapeute à la base là, depuis 86, ça fait plus de 37 ans maintenant. J'ai fait une formation en ostéopathie Poyer, j'ai fait d'autres formations en ostéopathie. Je suis diplômé en France, enfin j'ai un diplôme français en ostéopathie. J'enseigne depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai enseigné dans un collège d'ostéopathie au Québec et maintenant j'enseigne en thérapie manuelle tissulaire. Ce qui m'a amené au tissulaire, en fait, c'est d'essayer de comprendre le lien. Vous savez, on a des patients qui arrivent, ils ont un problème de cheville, après ils ont mal au genou, après ils ont mal à la hanche, etc. Donc comprendre les liens tissulaires qu'il puisse y avoir au niveau du corps et essayer aussi de faire les liens avec l'émotionnel, parce qu'on sait bien que, voilà, d'essayer de comprendre un peu pourquoi le patient souffre et si c'est récurrent, pourquoi ça revient. Au départ, pour les anatomistes, le fascia, c'était pas quelque chose de très intéressant parce que sur le cadavre, c'était juste une substance blanche qui enveloppait le reste du corps et, et ça les intéressait pas plus que ça. C'est assez récemment, en fait, que, notamment avec les travaux du docteur Guimberteau, qui est un chirurgien plasticien de la main, qui a vraiment filmé le fascia sous endoscopie. Et c'est là qu'on a pu découvrir un monde assez fantastique et assez nouveau. Après, il y a d'autres personnes qui sont intéressées au fascia, notamment dans Anatomy Trends, Thomas W. Myers, et puis d'autres personnes. Savoir que les ostéopathes avaient quand même ressenti l'intérêt du fascia depuis assez longtemps, en fait, hein, d'après les travaux de Steele, Sutherland, etc. Mais c'était de façon empirique. Après, il y a eu la fasciathérapie avec Danny Bois, et voilà. Le fascia, je vais vous présenter une première image. Je vais vous partager une image ici. Ça va prendre quelques instants. Voilà. Hop, on y arrive. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est vraiment une seconde peau en fait, hein. On voit vraiment que quand on retire la peau, le fascia, ça recouvre le tout. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est qu'on en a enfin, de la tête aux pieds. Donc c'est non seulement superficiel, mais ça va un peu plus en profondeur aussi. On le verra un petit peu plus tard. Donc là, vous avez une deuxième image, qui est une image de Paoletti, là, qui a écrit un ostéopathe qui a fait des bouquins sur les fascias, qui peut montrer le lien, ça nous intéresse au niveau des chaînes myofaciales, ok, les liens entre les différentes parties musculaires. Vous avez ensuite cette image-là de Paoletti aussi, donc là qui montre les différents liens entre les différentes parties faciales. Donc vous avez le fascia durmérien, donc la durmère, les méninges, ici le diaphragme pelvien. Donc ça, c'est une image voilà, qui représente un petit peu tous les liens qu'on voit dans nos formations. Une image aussi dans un rôle de transmission. Euh, donc là, vous avez cette image-là où on voit le principe des courroies, en fait, hein, un rôle de transmission entre les différentes parties. Hop. Voilà. Bon, en fait, nous, on a tous appris l'anatomie de façon séparée, en fait, hein. On apprend les nerfs, on apprend les muscles, on apprend les vaisseaux, etc. Mais savoir que tout ça, c'est interrelié et tout ça, c'est interconnecté. Les, les fascias, en fait, sont issus du même feuillet mésodermique, donc du même feuillet, pardon, embryologique mésodermique, du mésoderme, et donc qui constitue en fait
toute la partie, toute cette partie du mésoderme qui représente tout le fascia, en fait, qui constitue une suite ininterrompue de la tête aux pieds, de l'intérieur à l'extérieur. Donc lui, il va prendre relais au niveau des structures osseuses. Il enveloppe chaque structure, chaque organe, chaque muscle, chaque nerf, chaque vaisseau. Donc c'est une enveloppe superficielle de tout le corps, mais on va voir aussi profonde. En fonction de sa situation anatomique, il fait preuve d'une grande adaptabilité dans sa forme, sa structure et sa composition. Il va se densifier au maximum au niveau des tendons, des ligaments, sera très résistant au niveau des fascias de la posture et très lâche au niveau des glandes, par exemple, comme le pancréas. Donc, il joue un rôle fondamental dans la physiologie humaine, dans le maintien de la posture, dans la contention des organes, hein, comme le péritone, la contention du système musculaire qui peut à travers lui donc développer toute son efficacité, hein, les chaînes myofasciales. Il constitue les courroies de transmission qui se regroupent en chaînes faciales pouvant donner des lésions, des chaînes lésionnelles, ce qu'on voit un petit peu plus tard. Donc il intervient dans l'amortissement des contraintes et joue un rôle primordial au niveau des échanges et des défenses. Donc, de par sa substance fondamentale, il est en contact avec la cellule qui l'entoure et uni et entretient un contact permanent avec le corps qui se divise de nombreuses fois pour devenir de plus en plus profond. Il s'amarre aux structures osseuses en s'interpénétrant par trabéculations osseuses par les fibres de sel, assurant la communication entre le milieu intra- et extracellulaire. C'est à ce niveau que les premières barrières de défense entrent en jeu à la suite d'une agression. Donc il peut être en interaction avant toute action du système général. Il est capable de décisions autonomes, on le verra plus tard. On parle de cerveau périphérique. Alors, je vais vous montrer d'autres images. Ouais, j'espère que vous voyez bien celle-là. Ça, c'est l'image de ce qu'on appelle de la MEC, de la matrice extracellulaire. Donc, il est doté de mémoire cellulaire héritée de la croissance embryologique dont il garde une motilité. Donc, une motilité qu'on verra plus tard et qu'on peut appeler, nous, le MRP. Cette mémoire cellulaire lui permet d'enregistrer toutes les distorsions qu'il subit, que ce soit physique, émotionnelle, métabolique, d'y apporter une correction éventuelle jusqu'à une certaine sommation au-delà de laquelle il ne pourra pas faire face. Donc, ce qui entraînera un processus pathologique. Donc, c'est un processus, un système de défense du corps aussi, hein. Donc c'est cette motilité en fait qui nous intéresse nous au niveau en tant que thérapeute. Donc c'est cette motilité que notre main pourra enregistrer, ainsi que l'empreinte des lésions imprimées dans les tissus. Donc nous allons par une technique en thérapie manuelle tissulaire aider le fascia à évacuer le stress et à retrouver une bonne physiologie. Voilà, c'est une autre image qui montre en fait que le fascia peut s'étirer. Et donc, on voit les cellules à l'intérieur. Imaginez donc un treillis qui enveloppe toutes ces cellules. Et donc, il y a une possibilité d'étirement. Alors, on va parler maintenant donc, de la matrice extracellulaire. On va revenir un peu à l'image d'avant. Donc, les cellules de tissu conjonctif créent le substrat structurel pour toutes les autres. On va revenir ici. Donc, construisant la substance, pardon, solide et pliable qui assure le maintien. C'est l'environnement solidaire et le lien de communication de toutes les cellules. Donc, ces cellules introduisent une grande diversité de substances structurellement actives dans l'espace intercellulaire, dont le nombreux types de collagène ainsi que l'élastine et les fibres de réticuline et les protéines interfibrillaires collantes, qu'on appelle les substances fondamentales. Le Gray's Anatomy appelle ce complexe de protéines et de mucopolysaccharides la matrice extracellulaire. Le terme de matrice extracellulaire, qu'on appelle MEC aussi, s'applique à la totalité de la substance cellulaire à l'intérieur du tissu conjonctif. Elle est essentiellement constituée de fibres protéiques, comme on l'a vu tout à l'heure,
donc insolubles, et de complexes solubles composés de polymères glucidiques, c'est-à-dire des protéoglycanes qui fixent l'eau. Donc, il faut imaginer, donc vous voyez sur ce schéma, enfin sur cette belle image, tout ce que représente en fait la matrice extracellulaire, avec à l'intérieur le passage des nerfs, avec à l'intérieur le passage des vaisseaux, avec les fibres des lymphocytes, les fibres élastines, etc., etc. Alors, tous les tissus conjonctifs contiennent diverses concentrations de cellules, de fibres et de substances fondamentales. D'un point de vue mécanique, la MEC, pour distribuer les contraintes du mouvement et de la gravité tout en maintenant en même temps la forme de différentes composants du corps. Donc, elle procure également l'environnement physico-chimique des cellules noyées dans la matrice, formant une charpente à laquelle les cellules adhèrent et sur laquelle elles peuvent se mouvoir. Maintenir un milieu ionique, hydraté et poreux, au travers duquel les métabolites et les nutriments diffusent librement. Elle relie chaque cellule du corps à ses voisines et relie même le système interne de chaque cellule au système mécanique du corps entier. Une partie de sa nature connective pourrait résider dans sa capacité à stocker et communiquer l'information dans le corps entier. Chaque changement de pression sur la MEC oblige le treillis semi-conducteur à cristal liquide du collagène humide et d'autres protéines à générer des signaux bioélectriques qui reflètent avec précision l'information d'origine. Donc, il existe trois types fondamentaux de fibres, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il y a le collagène, l'élastine et la réticuline. Le collagène est de loin la protéine la plus abondante, prédomine dans le réseau facial et est aisée à trouver dans les dissections. Ben, c'est la substance blanche qu'on voit dans les dissections. Alors maintenant, on va parler, on est un petit peu en arrière, de la construction du corps. Donc, les cellules du tissu conjonctif, ces cellules du tissu conjonctif dont on vient de parler, donc établissent des corrélations biochimiques entre tous les matériaux, donc les os, les muscles et les organes, en jouant de manière créative avec la fonction cellulaire et les éléments de la MEC. Les fibres et la substance fondamentale forment un choix illimité de matériaux de construction. Donc en fait, tout ça, c'est du fascia, et notamment du collagène. Donc, les différents types de cartilage reflètent les proportions différentes des éléments qui les composent. Le cartilage hyalin, comme dans le nez, représente une distribution classique entre le collagène et le sulfate de chondroïtine de type silicone, tandis que le fibrocartilage, comme dans la symphyse pubienne ou les disques intervertébraux, est constitué d'une proportion plus importante de collagène fibreux plus résistant. Donc, en résumé, ben, les cellules du tissu conjonctif répondent à la combinaison nécessaire de flexibilité et de stabilité dans les structures vivantes, en mêlant une petite diversité de fibres, essentiellement de collagène, denses et lâches, agencées de manière régulière ou irrégulière au sein d'une matrice qui peut varier d'un état liquide à un état de gruau. Maintenant, on va parler de la plasticité du tissu conjonctif. Donc, non seulement les cellules du tissu conjonctif donc, produisent tous les matériaux, mais ces éléments se réagencent eux-mêmes ainsi que leurs propriétés dans certaines limites en réponse aux diverses contraintes en fait qu'elles reçoivent, qui sont imposées par l'activité et par les lésions de chaque individu. Donc, il est important de comprendre le mécanisme de remodelage du tissu conjonctif si nous voulons intervenir dans la structure et le mouvement humain. Alors, si on prend l'exemple, là, c'est l'image que vous avez ici. On va monter un petit peu. Si on prend l'exemple de cette personne, qui se tient voûtée avec la tête en avant, la poitrine qui se creuse, le dos s'arrondit, les muscles du dos, donc pour maintenir la tête, restent en contraction isométrique excentrique. Ils sont soumis à une tension constante qui les prive
de leur capacité et qui favorisent leur tension. Savoir qu'un muscle, hein, il a besoin d'être relâché, contraction excentrique, excentrique, statique. On connaît tout ça. Il ne peut pas rester en tension en permanence, bah, sinon ça fait ce qu'on voit avec nos patients tous les jours. Donc, cette tension qui est constante qui les prive de pleine capacité, qui favorise les tensions. Donc, celles-ci se transmettent par le fascia à l'intérieur et autour du muscle et même au-delà. Donc, étiré, un muscle va tenter de revenir à sa longueur de repos avant de renoncer et de rajouter des cellules. Si vous étirez progressivement un fascia, il va changer de longueur et conserver ce changement dans les limites élastiques. Donc, les fibroblastes présents dans la zone sécrètent plus de collagène à l'intérieur et autour du muscle pour créer une meilleure bande de maintien. Les longues molécules de collagène sécrétées par l'espace intercellulaire de fibroblastes sont polarisées et s'orientent elles-mêmes comme les aiguilles d'une boussole le long de la ligne de tension mécanique. Donc, ça crée en fait du plus de collagène autour, plus de fascia. Donc, elles se lient les unes aux autres avec de nombreuses lésions d'hydrogène par l'intermédiaire d'un gruau interfibrillaire, formant une matrice qui ressemble à une bande de maintien autour du muscle. Donc le tissu devient plus rigide et se fibrose. Donc la thérapie manuelle tissulaire ainsi que des exercices appropriés vont permettre de réduire la tension. Donc pour une bonne résolution du problème de cette personne, donc, il est important qu'il y ait une réouverture des tissus en question pour établir le flux liquidien, la fonction musculaire et la connexion avec le système sensorimoteur. Et un relâchement de la traction biomécanique qui a initialement entraîné l'augmentation de la contrainte dans les tissus. Donc là, en fait, vous avez les tissus qui tirent en avant, hein, comme le péricarde, petit pectoral, etc. Et puis en même temps, vous avez une tension en arrière. Donc il faut relâcher cette tension en arrière, mais il faut aussi ouvrir en avant pour éviter que ça revienne en fait. Donc là, nous devons dans le cas de ces patients en arrière travailler au niveau facial, mais on doit prendre en compte l'individu dans sa globalité. Donc il faut agir localement, on va agir dans le haut du dos, puis intégrer nos remèdes locaux dans la structure de la personne entière. Donc après, c'est tout un travail certainement au niveau de la posture à intégrer. Donc là, les cellules du tissu conjonctif produisent des lamelles qui, en réponse aux conditions locales, qui affectent à leur tour les conditions globales qui ont des répercussions sur les conditions locales. Donc j'aime bien donner l'exemple du nappe. Si on tire sur le sommet du nappe, on a plein de tensions en fait qui vont se faire de chaque côté. Et en fait, le fascia, c'est un petit peu ça. Il y a une tension quelque part et elle va se répartir ailleurs au niveau du corps. Donc, c'est comme ça que fonctionne le fascia. Donc, c'est pourquoi, par exemple, une chute sur le coccyx qui peut dater de longtemps. Souvent, le patient, il s'en souvient même pas ou plus. Parce que souvent, vous avez remarqué pour les patients, quand c'est loin dans la tête, ils pensent que ça n'a plus d'action dans le corps, alors que le corps, il n'oublie pas en général, hein. Donc, cette chute sur le coccyx, ça va ensuite occasionner des tensions, ça peut donner des migraines, des maux de tête, etc. C'est ce que les ostéopathes, en fait, parce que par l'attraction de la mère, en fait, hein, qui n'est pas élastique, donc c'est ce que les ostéopathes, en fait, appellent la lésion primaire, c'est-à-dire c'est la première lésion, c'est la chute sur le coccyx, et après, il y a les lésions secondaires qui font suite à cette première lésion. Donc nous, on va rechercher justement ces lésions dans notre travail en thérapie manuelle tissulaire, en faisant des tests, en recherchant les tensions, etc. Il y a une phrase de Dr Gimberto que j'aime bien, dit que nos observations endoscopiques confirment qu'un étirement exercé directement sur la peau a un effet direct sur le réseau fibrillaire sous-cutané, influence les cellules directement et qu'un mécanisme de mécanotransmission est certainement mis en œuvre. Il semble très probable que la manipulation dans les trois dimensions soit la méthode la plus indiquée en thérapie manuelle. Donc, extrait de l'architecture du corps humain vivant du docteur Guimbert et de Colin Armstrong. Alors ensuite, on va parler des trois réseaux holistiques.
Donc là, vous avez ces images de Vézal qui datent des années 1500. La première image, c'est le système nerveux et la deuxième image, c'est le système circulatoire. Et là, vous avez une très belle image du foie après. Donc, à savoir que le système nerveux, donc si on pouvait rendre indivisible le système nerveux et garder celui-ci comme il est dans la vie, nous aurions cette image de Vézal. Donc, le système nerveux est considéré comme le plus rapide, fonctionnant en millisecondes, était considéré plutôt en millisecondes ou secondes à des vitesses de 10 à 270 km/h. Donc, le message neuronal est le plus lent en fait. La douleur pulsatile chemine le long des nerfs minuscules à environ 1 mètre par seconde. Il faudrait environ 2 secondes pour aller de l'orteil d'un homme de grande taille qui vient de se cogner jusqu'au cerveau. Alors, je vais juste remontrer cette image du foie là, que j'adore, vous voyez, au niveau vasculaire. Après, on a le système liquidien. Donc, de la même façon, si nous pouvions séparer ce système des autres, nous aurions une représentation transparente de la forme du corps selon la modélisation de Vézal. Le système circulatoire fonctionne sur une échelle de temps plus lente. La plupart des globules rouges reviennent vers le cœur toutes les 1 minute 30 en temps normal. Le taux de nombreuses substances chimiques dans le sang fluctue sur des rythmes de plusieurs heures. Donc, dans sa conception, les veines et les artères ne se rejoignent pas, donc il faut attendre 2 siècles pour que William Harvey découvre les capillaires et la nature fermée du réseau circulatoire. En fait, il y a plus de 100 000 kilomètres de réseau capillaire. Donc c'est énorme. Alors l'image d'après, voilà. Donc là, vous avez les trois réseaux holistiques. Donc les fibres de collagène, ici, le réseau capillaire et le réseau neuronal. Donc on va parler maintenant de celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le réseau fibreux. Donc le système facial est le troisième réseau de communication du corps entier. Si nous pouvions rendre invisibles tous les tissus, à l'exception des éléments fibrillaires du tissu conjonctif, donc le collagène, l'élastine et la réticuline, nous verrions le corps entier à l'extérieur et à l'intérieur comme les réseaux nerveux et vasculaires, mais avec des zones de densification. Donc les os, les tendons et les ligaments seraient plus épais. Chaque muscle serait gainé par cette fibre et baigné dans un réseau de type barbe à papa, entourant chaque cellule musculaire et chaque faisceau de cellules. Le visage serait moins dense, comme les organes tels que la rate ou le pancréas, même si ceux-ci sont insérés dans des poches dures plus denses. Même si ce réseau donc, est agencé en multiples plans pliés, chacune des poches, fibres, lames et chacun des solides réseaux sont reliés les uns aux autres du sommet du crâne aux orteils. Le centre de ce réseau serait notre centre de gravité mécanique au milieu du ventre, dans le corps debout appelé le hara dans les arts martiaux. Sans le soutien de cette toile faciale, le cerveau serait une crème liquide, le foie s'étalerait dans la cavité abdominale et nous finirions en flaque à nos pieds. Ce réseau omniprésent n'a besoin que d'un treillis moléculaire régulier. Le réseau facial remplit les mêmes fonctions au sein de notre propre corps, sauf qu'il est fait de collagène malléable au lieu de cellulose plus rigide, comme dans le pamplemousse. Donc, les poches faciales organisent notre jus, si on se compare le fascia à un pamplemousse toujours. Poche faciale donc organise notre jus en faisceau discontinu, résistant à l'appel de la gravité. Comme on presse le pamplemousse pour en extraire le jus, nous en brisons les parois. Le travail sur les fascias fait presque la même chose, en plus doucement bien sûr. Donc en laissant nos jus libres s'écouler en direction des zones plus sèches de notre anatomie. Alors on va passer à l'image suivante. Voilà. Ah ouais, non, j'ai oublié de vous dire quelque chose.
Donc, le jeu de la tension et de la compression se diffuse dans le corps sous forme de vibrations mécaniques cheminant à la vitesse du son. Cela correspond à peu près à 1100 km/h, ce qui est 3 fois plus rapide que le système nerveux. Donc, par exemple, si nous loupons une petite marche au niveau attendu du sol, le système nerveux qui ajuste les ressorts des muscles récepteurs n'est pas préparé au choc brutal qui se produit. Donc, celui-ci est presque complètement absorbé par le système facial en une fraction de seconde. D'autre part, la vitesse à laquelle ce système répond par une compensation dans l'ensemble du corps structurel est beaucoup plus lente. Donc, ça veut dire en fait que le réseau facial est beaucoup plus rapide que le système nerveux et qu'il a en fait son propre système autonome. Donc, ce sont les adaptations aux différents chocs physiques, émotionnels, donc dans l'historique du patient. En résumé, si nous pouvons voir le tissu conjonctif comme une matrice de cristal semi-conductrice vivante réactive qui stocke et distribue l'information mécanique. Donc maintenant, on va parler de la théorie du double feuillet. En fait, là, vous avez sur cette image-là différentes parties, comme le cœur entouré d'un double feuillet, les poumons, etc. Donc, chaque cellule a un double feuillet. Le cœur, les poumons, l'abdomen et le cerveau ont au moins un feuillet double, voire triple. Donc, le système locomoteur humain est construit selon ce mode de double feuillet. Le feuillet interne, donc, comprend des tissus durs, os, cartilage, alternant. Alors, je vous montre l'autre image, ce sera plus clair. Voilà. Donc là, on voit l'os en fait hein, avec les doubles feuillets. OK. Donc le feuillet fibreux interne qui contient ces matériaux s'appelle périoste. Donc lorsqu'il s'agit de la gaine de film étirable autour des os et capsule articulaire lorsqu'il s'agit de la gaine ligamentaire autour des articulations. Pris dans tous ensemble, les ligaments et le périos ne forment pas de structure séparée, mais plutôt un feuillet interne continu autour des tissus os articulaires. Le contenu fibreux externe est une gelée fibreuse chimiquement sensible que nous appelons muscle, qui est capable de changer d'état très rapidement en réponse au système nerveux. Nous appelons fascia profond de remplissage le côté externe du feuillet et des septums intermusculaires, donc la partie entre les pouces. Les tendons sont les doigts et ceux-ci tirent les bobines. Donc, selon cette conception, attends, je reviens ici. Les muscles sont simplement des feuillets à l'intérieur du feuillet externe qui est accolé au feuillet interne aux attaches musculaires. Le muscle ne s'attache jamais directement sur l'os. Ok. Donc leur mouvement tire l'os qui, lui, s'insère sur le fascia. Il n'existe qu'un seul muscle dans moins de 600 feuillets faciaux. Les lignes de traction du feuillet externe à la fois se forment, se déforment, se reforment, stabilisent et font bouger les articulations et le squelette. Le feuillet interne osseux. Donc il existe des points de relais où le fascia externe s'accole au feuillet interne, des points de transmission ou de freinage. Ça, c'est ce qu'on voit dans le livre Anatomy Trends de Thomas W. Meyers, avec des voies et des stations. Et puis, donc comme ça, ben, quand on parle du système musculo-squelettique, en fait, on va justement, ça c'est les travaux de Thomas W. Meyers, et on va pouvoir suivre les chaînes musculaires, donc ils ont, enfin myofaciales, pardon, qu'ils ont pu identifier sur une dissection. Donc là, vous avez la chaîne antérieure profonde, on voit ici, avec ben voilà, l'os postérieur, poplité, les adducteurs. On fait le lien avec le psoas, le carré des lombes, et après on arrive au diaphragme et on remonte poumon, etc. Donc ça, c'est vraiment les chaînes faciales.
là, sur une autre image, je pense ici, si elle veut bien s'ouvrir. Elle n'a pas l'air décidée. Donc là, bon, on a pareil au niveau de la ligne brachiale antérieure profonde. Donc, on voit sur une dissection, donc avec le sous-clavier, le petit pectoral, le coracobrachial, le biceps supinateur. Donc, nous, vous voyez, souvent, ben, les gens, ils ont mal à l'épaule, ils ont mal au coude, et puis après, ils vous disent, ils ont mal au poignet. En fait, ces douleurs-là, ce sont les chaînes faciales. Donc là, il nous suffit en myofacial, dans les techniques qu'on apprend en thérapie manuelle tissulaire. Donc, à suivre ces tensions, à étirer. Donc, d'abord, on commence avec le petit pectoral et puis après, on va suivre la tension et arriver jusqu'au bout. C'est comme détendre un élastique, en fait, hein. Alors, maintenant, on va parler de tenségrité. Donc, bah, c'est ce monsieur-là qui s'appelle Buckminster qui a le premier parlé de tenségrité. En fait, tenségrité, c'est un mot qui veut dire tension et intégrité. Donc lui, c'était un designer et qui a travaillé donc à partir de structures originelles développées par un artiste qui s'appelle Kenneth Nelson. Donc là, vous avez des images justement de tenségrité sur l'être humain ici, sur le lapin ici et une autre structure. Donc, il fait référence aux structures donc, qui maintiennent leur intégrité grâce principalement à un équilibre de continuum de force, de traction à travers la structure par opposition à des structures qui s'appuient sur un continuum de compression, comme un mur ou une colonne. Donc, la tenségrité décrit un principe de relation structurelle dans laquelle la forme structurelle est garantie par les comportements tenseurs, hein, ce qu'on voit comme les élastiques là, en boucle fermée et continue du système et non par le comportement discontinu et exclusivement localisé des éléments en compression. Toute la structure animale, y compris la nôtre, doit être en boucle fermée, c'est-à-dire indépendante, capable de tenir, que ce soit debout sur ses pieds, que ce soit debout sur la tête. Les structures de tenségrité sont caractérisées par une tension continue autour d'une compression localisée. Les structures biologiques peuvent être tendues entre des besoins de rigidité et de mobilité, évidemment. Donc maintenant, on va parler de macrotenségrité. Donc nos fascias et la toile de collagène fournissent un réseau continu de tension restrictive, mais ajustable autour des os et du cartilage individuel comme les ballons liquidiens, incompressibles des organes et des muscles, qui font pression contre cette membrane de traction restrictive. Les tissus les plus durs et les poches pressurisées peuvent être décrites comme flottants au sein de ce réseau de traction, nous amenant à une stratégie d'ajustement des éléments de tension afin de modifier de manière fiable tout défaut d'alignement des os. La stabilité de la structure de tenségrité est généralement moins rigide, mais plus résiliente que la structure de compression continue comme un mur. Donc, si nous chargeons un coin de la structure de tenségrité, celle-ci, donc, enfin, si on charge un coin de la structure entière cédera un peu pour s'adapter. Donc, chargez-la trop et elle finira par se briser, mais pas nécessairement à proximité de l'endroit où la charge a été appliquée. Étant donné que les tenségrités distribuent la tension dans toute la structure, la ligne, le long des lignes de tension, cette structure peut céder à un point faible plus éloigné de la zone de tension où a été appliquée et où elle peut se briser. Je vais vous montrer l'image suivante. Ça parlera plus. Donc là, vous avez un bassin. Voilà. Donc ça, c'est cette image-là. En fait, quand on appuie, je vais grossir un petit peu. Quand on appuie sur une partie de la structure, ben ça se répartit sur tout le reste. Donc là, c'est vraiment le principe du corps. Et si on a un traumatisme, par exemple, je vais tomber sur la hanche, on se retient une fracture, mais je vais avoir un hématome.
Et ben, ces hématomes-là, après, on va avoir des tensions qui vont se répartir ailleurs dans le corps. Donc ça, on voit ça aussi tous les jours avec nos patients. Et ça permet toujours de comprendre les liens qu'on peut retrouver en fait un peu dans chaque partie du corps. Donc le système myofascial peut se modeler en réponse à une contrainte ou à l'anticipation d'une contrainte. Alors, après une autre image que je trouve assez intéressante et fascinante d'ailleurs, c'est une image de ce qu'on appelle des myofibroblastes. En fait, c'est assez récent comme découverte. On a découvert que le fascia avait une partie de fibres musculaires à l'intérieur, donc il pouvait se contracter en fait, hein. Et ben, cette contraction en fait chronique de ces myofibroblastes, qu'on appelle MFB pour résumer, enfin, pour simplifier, joue un rôle dans les contractures prolongées des fascias telles que les fasciites plantaires ou la capsulite. Elles sont très actives dans la cicatrisation des plaies et la formation du tissu cicatriciel. Donc les MFB sont présents dans les lames faciales, donc les grosses lames faciales comme le fascia plantaire, le fascia crural et puis thoracolombaire. Donc elles ont la particularité d'être hors de portée du système du contrôle conscient et inconscient. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de système autonome. Donc lorsqu'il y a contraction, celle-ci se produit très lentement par rapport à une contraction musculaire normale, donc s'établissant sur 20 à 30 minutes et se maintient pendant plus d'une heure. Donc c'est pour ça que les fasciites plantaires, ça peut être très douloureux et rester longtemps douloureux. Donc les activités qui produisent des changements dans le pH dans le milieu interne, tels que les troubles respiratoires, la détresse émotionnelle, l'alimentation acide, pourraient aussi induire un raidissement général dans le corps facial, dans les fascias. Donc maintenant, on va parler, et on a presque fini au niveau de la théorie, des travaux du docteur Guimberteau sous endoscopie. Donc, il a filmé le fascia vivant sous endoscopie. Dans son extraordinaire livre L'architecture du corps humain, il nous montre par des images et des vidéos l'interface entre la microtenségrité et la macrotenségrité. C'est un petit peu comme le microcosme et le macrocosme en action dans l'organisme vivant. Ces photos ont été prises in vivo, donc au cours d'interventions chirurgicales avec autorisation. Elles démontrent bien le fonctionnement sain du fascia normal, révélant une nouvelle découverte surprenante de la façon dont les couches faciales glissent les unes sur les autres. Les couches faciales de la main, en particulier dans le canal carpien, doivent glisser les unes sur les autres. Chaque plan facial doit glisser l'un sur l'autre si l'on veut que le mouvement ne soit pas inutilement limité. Et j'aime bien cette phrase aussi de Guimberteau qui dit: Il n'est pas possible de prétendre que la thérapie manuelle n'a pas d'effet sur le tissu sous-cutané. Donc cette image-là, bah, c'est justement l'image d'un étirement, hein, quand on étire la peau, ce que ça peut donner en dessous. Donc ça étire les tissus. En dessous, l'image que vous avez en dessous, c'est une modélisation en fait, toujours du docteur Guimberteau. Donc là, on voit le lien vraiment entre les couches. Ben là, vous avez la peau, vous avez le lien avec le tendon et les surfaces de glissement entre les deux. Alors, donc ce qu'il appelle le système collagénique micro-vacuolaire d'absorption mécanique, représenté depuis la peau jusqu'au tendon, montrant qu'il n'y a pas de discontinuité entre les plans faciaux, mais seulement une relation vaporeuse de polygones qui soutiennent l'irrigation vasculaire du tendon, tout en permettant malgré tout le glissement dans de multiples directions. Là, vous avez une autre image en dessous. Voilà, une image de traction en fait sur le fascia. Je vais la grossir un petit peu. Voilà, qu'on voit mieux. Donc en saisissant le tissu avec des pinces, donc la traction vive va mettre les microbules, en fait ça fait des microbules en tension. Donc cela rappelle une mousse de savon et toute traction vive provoquera des mouvements étranges qui correspondent à l'éclatement des microbules exposés à la pression atmosphérique. Donc là je vous conseille fortement de voir le film si ça vous intéresse. C'est vraiment un film magnifique sur YouTube, Promenade sous la peau, donc du docteur Guimberteau. Voilà, bon, en conclusion, j'espère que
J'espère que ça vous a plu, mais je vais juste vous dire avant, voilà, je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre sur les fascias. C'est un monde fascinant, délaissé d'abord par les anatomistes, mais ressenti par les praticiens en thérapie manuelle. Les études récentes, notamment du docteur Gamberto, nous montrent un monde fabuleux encore à découvrir. Depuis le début de ma carrière, d'abord comme kiné, puis comme ostéo, puis les différentes approches énergétiques, j'ai toujours essayé d'avoir une vision plus globale en fait de la personne, plus holistique, et d'essayer de comprendre pourquoi en fait pourquoi il avait de la douleur, pourquoi il y avait des tensions et comment ces tensions pouvaient se répartir et ce qu'on pouvait faire surtout pour les relâcher. Ben voilà, j'espère que ce séminaire vous a plu. Je vais juste vous parler aussi quand même de mon enseignement, savoir maintenant en quoi la thérapie manuelle tissulaire est-elle efficace. Alors, je vais voir. Donc là, on va agir au niveau myofacial, donc par rapport aux étirements myofaciaux, comme je vous expliquais un petit peu tout à l'heure. Donc là, vous avez une image, par exemple, d'un étirement myofacial au niveau du scom. Alors, il faut savoir que les images sont pas très parlantes, mais c'est vraiment, faut ressentir la tension et l'étirer. Donc, la technique est assez simple, en fait. Il y a un point d'appui, si vous voulez, et un point d'étirement, jusqu'à temps que ça relâche et qu'on arrive à une autre tension. Et là, comme ça, on peut suivre un peu les différentes tensions dans le corps. Par exemple, là, on pourrait aller du scom, là on est peut-être plus même sur le non, scom, du scom, pas les clavicules, et puis après on peut avoir une tension au niveau sous-clavier, par exemple, petit pectoral, etc. Donc c'est de suivre ces tensions jusqu'à un relâchement et qui nous permettent de faire un lien en fait, hein, un lien dans le corps, quoi. C'est vraiment le fascia, c'est vraiment le liant. Ensuite, on a les. Donc, je suis un petit peu plus bas. Donc là, c'est une autre image, par exemple, au niveau myofacial, euh, au niveau du ischio-jambier. Donc, savoir, donc, il y a une main de maintien, une main d'appui. Et cette main-là, ce que j'appelle la main ventouse, en fait, elle va rentrer vraiment en contact. Alors, elle est sur la peau, forcément, mais elle va rentrer en contact avec les tissus en dessous et étirer progressivement. Et on va sentir des zones de tension. Des fois, on a des zones un peu des nodules, etc. Donc, on attend que ça relâche, on maintient en tension, on attend que ça relâche et on continue jusqu'à arriver un petit peu plus loin et de suivre cette tension. Et après, ben, on a des chaînes faciales connues comme la chaîne latérale, par exemple, la chaîne postérieure, superficielle, etc. On suit ces tensions. Après, vous avez des techniques articulaires. Alors, quand je dis techniques articulaires, ce sont des techniques articulaires douce, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de crack, jamais de trust. Le principe, ce sont d'abord les techniques fonctionnelles de Sutherland. Sutherland qui était celui qui a découvert le crânio-sacré, en fait, et les travaux de M.R. Poyer, qui a poursuivi les travaux de Sutherland. Le principe, il y a des écoutes. Alors, ce que j'appelle des écoutes, hein, c'est évidemment avec les doigts des écoutes au niveau articulaire. Donc, par exemple, l'image d'au-dessus, ben, j'écoute le naviculaire, l'astragale naviculaire, et après, j'écoute la fibula. Et puis, il y a des mouvements assez subtils à sentir. Donc ça, c'est les premières. Donc c'est relancer ces mouvements-là. Ça, c'est les techniques de Poirier. Et après, il y a les techniques fonctionnelles de Sutherland. Le principe, en fait, ce sont des techniques qu'on appelle indirectes. En fait, c'est pas d'aller dans le sens direct de la lésion. C'est-à-dire que, par exemple, en structurel, on va pousser une vertèbre dans l'autre sens, en fait. Là, on va l'amener tranquillement dans un sens, accumuler les tensions et repartir dans l'autre sens tout en douceur. Donc, ça peut pas être dangereux. Euh, Ça demande beaucoup de précision quand même. Mais voilà, c'est une technique assez efficace. Donc là, c'est un exemple de test au niveau du genou. Les techniques de sacrum, il y a des techniques assez géniales, même pas connues des ostéopathes. En fait, au niveau, j'ai formé des ostéopathes là, qui sont vraiment intéressés de ces techniques-là parce qu'ils sont des techniques douces, bon, qui sont précises, mais qui sont vraiment efficaces. Et Dieu sait si le sacrum est assez compliqué
à traiter en ostéopathie. Donc, c'est pas de l'ostéopathie, c'est de la thérapie manuelle tissulaire, mais ça reste des techniques intéressantes. Donc là, c'est un peu tout ce qui est voilà, articulation, articulaire, etc. Donc tout ça, c'est dans le musculo-squelettique, hein. Après, on a encore euh, la technique articulaire, on a vu. Vous avez le sacrum ici. Après, vous avez les techniques, évidemment, au niveau du rachis. Donc, toujours dans le cours de musculo-squelettique. Là, par exemple, c'est un test d'une vertèbre C4. Et après, on a ce que j'appelle les écoutes tissulaires. Donc là, ben, l'élève apprend à ressentir les tensions dans les tissus. Donc, il suit ces tensions. Le principe, c'est ça, jusqu'à arriver à ce qu'on appelle le still point, un temps d'arrêt. Euh, Still, c'était le fondateur de l'ostéopathie. Et on suit le déroulement tissulaire dans le sens de la correction. Donc, ces techniques sont utilisées donc, surtout pour le diaphragme pelvien, respiratoire, thoracique, qu'on fait aussi dans le musculo-squelettique et permettent de rééquilibrer ces zones. Savoir que le moteur du MRP, mécanisme respiratoire primaire, étant dans l'axe vertical crânio-sacré, donc celui il peut être perturbé par les fascias transversaux, l'axe vertical et les fascias transversaux. Donc ça soit au niveau, donc on a dit thoracique, pelvien, respiratoire. Voilà, ça c'est du crânio-sacré. Donc crânio-sacré, pourquoi? Parce que en fait le crâne et le sacrum sont reliés par notamment la dure mère, qui n'est pas élastique, et que les tensions en haut peuvent se jouer en bas, etc. Et c'est le moteur en fait du mécanisme respiratoire primaire, le MRP, qu'on voit dans le musculo-squelettique et qu'on voit voir aussi évidemment beaucoup dans le crânio-sacré et énergétique. Voilà, ça c'est un principe d'écoute en fait au niveau du sacrum, au niveau de l'occiput, donc du crânio sacré. Bon, ça c'est une image de Poyer avec qui a fait les relations en fait entre, par exemple, entre le temporal, l'iliaque, différentes entre crâne et sacrum, qui sont super intéressantes et super efficaces. Il manque des choses. Ok. Ouais, il y a encore la thérapie manuelle viscérale. Donc ça, c'est deux cours que je donne avec ma conjointe qui est naturopathe. Alors, ce sont des cours qui sont très riches et qui font le lien justement entre le musculo-squelettique, le viscéral, avec plein de techniques de mobilisation, des pompages, etc. au niveau des organes. Savoir que le viscéral, ça a vraiment une relation forcément aussi avec le musculo-squelettique. Quand on donne par exemple l'exemple du psoas, hein, que les ostéopathes appellent le muscle poubelle, et qui est en relation avec l'intestin. Donc, si vous avez un intestin qui est enflammé, il y a une inflammation du psoas, donc des problèmes lombaires, les relations avec le rein, enfin, il y a plein de relations. Donc, ces deux cours, vous avez des dates un petit peu plus loin. Et après, donc, il y a les cours de crânio-sacré et énergétique qui vont se passer l'année prochaine, de janvier à juin. Euh, qui ont comme prérequis, en fait, le module 1 de l'écoute tissulaire de musculo-squelettique et le module bassin, qui est sur deux week-ends, et, euh, où il y aura 6 cours avec tout le crânien, linien, énergétique, de relance énergétique, etc. Euh, donc, toutes nos formations sont reconnues comme formation continue pour l'ASCA, donc ce qui permet en fait aux physiothérapeutes, ostéopathes comme ça d'avoir une validation en formation continue et de pouvoir émettre des reçus pour les assurances. Là, vous avez les dates. Donc, le prochain cours en musculo-squelettique, donc 2023-2024, ça commence le 2-3 septembre. Donc, savoir que ceux qui veulent faire le crânio-sacré après ou qui veulent faire à la carte, c'est-à-dire par exemple, ils veulent faire que le membre inférieur, il faut absolument faire une introduction à l'écoute tissulaire pour voir, pour développer le ressenti, puis pour voir si ça leur convient.
Donc là, on a le cours introduction avec le tissulaire. Après, on a membre inférieur, membre sup, bassin lombaire. Donc ça, c'est un gros, gros boulot, bassin lombaire, sacrum, qui se fait sur 2 week-ends. Tout ça, c'est en week-end. Après, vous avez rachis cervical, côte, enfin, rachis dorsal, pardon, côte, sternum, rachis cervical, charnière cervico-dorsal, pardon, et les trois diaphragmes. Euh, voilà, savoir qu'il y a un tarif exceptionnel de 3 000 francs pour la formation complète jusqu'au 30 juillet. Et donc, sinon, il y a possibilité de formuler à la carte. À ce moment-là, c'est 450 francs le week-end. Bon, ça peut être un peu moins cher si vous faites partie de l'association. À voir sur notre site, de toute façon. Les cours de viscéral, donc c'est ce que je vous disais, c'est 11-12 novembre, viscéral 1 et 13-14 avril, viscéral 2. Et les dates de crânio sacré, donc c'est en janvier, février, donc de janvier à juin. Voilà. Bon, de toute façon, vous avez toutes les informations sur notre site www.thérapie-manuelle-tissulaire.com. Pour ceux qui ont Facebook, Instagram aussi, on a une page. Il y a une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver des vidéos. Sinon, vous retrouvez les vidéos aussi sur notre site. Vous avez les formulaires d'inscription aussi sur le site. Voilà, bon, en espérant que ce séminaire vous a plu et puis en espérant vous retrouver bientôt. Merci et puis à bientôt. Au revoir.